Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 15 février 2021 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a exprimé sur Facebook ses vœux les plus sincères à l'équipe de football du club El Ahly pour avoir remporté la médaille de bronze après avoir battu l'équipe brésilienne Palmeiras au tir au but. Le chef d'État a écrit « L'État n'épargnera aucun effort en faveur du sport et de la jeunesse égyptienne, que ce soit dans les jeux collectifs ou individuels. L'État s'attelle à davantage de progrès et de succès pour les sports égyptiens sur tous les plans régional et international. » L'équipe d'El Ahly de football a regagné vendredi le Caire après sa participation à la Coupe du monde des clubs de la FIFA. El Ahly, où les Diables Rouges avaient remporté la médaille de bronze après avoir battu l'équipe brésilienne Palmeiras au tir de but. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Achraf Sobhi, a dépêché vendredi dernier une délégation officielle pour accueillir l'équipe senior de football d'El Ahly à son arrivée à l'aéroport international du Caire après avoir participé à la Coupe du monde des clubs de la FIFA et remporté la 3e place du tournoi. Le ministre des Sports a fait état de la politique du ministère consistant à soutenir tous les sportifs, à accueillir officiellement les héros égyptiens et les missions sportives qui ont réalisé des exploits dans les différentes instances internationales, ainsi qu'à les honorer pour les encourager à poursuivre leur emploi et le succès. Au terme de 2 jours du dialogue national au Caire, les factions palestiniennes ont conclu un accord sur la tenue des élections générales qui reprend les grandes lignes du décret signé par le président Mahmoud Abbas en janvier dernier. Dalia Karam nous donne plus de détails. Dans un communiqué final publié à l'issue des sessions de dialogue national au Caire, les factions palestiniennes, dont Fatah et Hamas, ont affirmé qu'elles respecteraient le calendrier fixé par le décret présidentiel sur la tenue des élections générales. Elles ont souligné que ces élections devaient se dérouler dans l'ensemble des territoires palestiniens occupés, Cisjordanie y compris la ville sainte de Jérusalem-Est et la bande de Gaza pour le Conseil législatif et la présidentielle. Les factions palestiniennes se sont engagées à respecter les résultats de ces élections. Les différents acteurs de la vie politique palestinienne ont convenu également que la Cour des affaires électorales sera constituée par consensus et comprendra des juges de la Cisjordanie dont des juges résidant à Jérusalem et dans la bande de Gaza. Les factions palestiniennes veulent que ce soit la police palestinienne en uniforme et personne d'autre qui sera habilitée à sécuriser les bureaux de vote. Afin de créer un environnement propice pour la tenue d'élections libres et propres, elles se sont engagées à assurer la liberté d'expression, la libération immédiate des prisonniers politiques et de mettre un terme aux poursuites de personnes pour leur appartenance politique ou leur opinion. Elles ont appelé le président Mahmoud Abbas à publier un décret contraignant et à former un comité national pour suivre la mise en œuvre des décisions prises au Caire. Les factions palestiniennes se sont accordées également sur la constitution d'un comité chargé de suivre l'application des mesures visant à remédier à tous les aspects politiques et sociaux ayant résulté de la division palestinienne. Selon le décret présidentiel signé au mois de janvier 2021, les élections législatives auront lieu le 22 mai, l'élection présidentielle le 31 juillet et celle du Conseil national palestinien, le Parlement en exil de l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, le 31 août. Tandis que des pourparlers interpalestiniens se tenaient au Caire, les autorités égyptiennes ont ouvert mardi 9 février le passage de Rafah pour une durée indéterminée pour la première fois depuis des années. C'est ce qu'a indiqué un responsable sécuritaire sous couvert d'anonymat. Il a ajouté qu'il ne s'agissait pas d'une ouverture ordinaire car d'habitude, le passage était ouvert pour 3 ou 4 jours. Le terminal de Rafah, frontalier de l'Égypte, est la seule ouverture de la bande de Gaza sur le monde qui ne soit pas contrôlée par Israël. Il est resté largement fermé ces dernières années. Le Caire invoquant des menaces pour la sécurité du pays, mardi matin, les Gazouis ont afflué vers le terminal.
L'Égypte, Chypre et la Grèce ont réclamé le respect total et continu de la souveraineté et des droits souverains des pays sur leur eau territoriale en Méditerranée orientale en fonction du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Grèce et de Chypre ont publié un communiqué lors de leur réunion à Athènes après des consultations précédentes et une coordination continue. Dans leur communiqué, les ministres des Affaires étrangères ont salué les préparatifs de fondation d'un secrétariat des mécanismes tripartites qui siégera à Nicosie et qui sera lancé au printemps prochain, et l'entrée en vigueur de la charte de fondation du Forum du gaz de la Méditerranée orientale à partir du 1er mars 2021. En ce qui concerne la question chypriote, les trois responsables ont exprimé leur soutien aux efforts du secrétaire général des Nations Unies visant à reprendre les négociations qui visent à trouver des solutions sous son patronage en vue de parvenir à un règlement global. En ce qui concerne le processus de paix, le communiqué conjoint a affirmé que le règlement du conflit palestino-israélien sur la base de la solution à deux États est une exigence indispensable pour la paix globale et la stabilité dans la région, soulignant l'importance d'assurer la création d'un État palestinien indépendant viable sur les frontières du 4 juin 1967 qui vit en paix côte à côte avec Israël. En Égypte, à 45 km du Caire, le président Abdel Fattah el-Sisi construit une nouvelle capitale digne des pharaons. Il s'agit de se désengorger de ce Caire tentaculaire qui déborde sur des kilomètres. Regroupant ministères et institutions étatiques, la nouvelle capitale doit incarner le renouveau de l'Égypte. Voyons ensemble. Une oasis de béton surgit en plein désert sur 700 km², censée devenir la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Un rêve à l'égyptienne, comme en eurent les plus grands pharaons. Dans un pays dont la population croît de 2 millions chaque année, l'enjeu est avant tout urbain. Il s'agit de désengorger ce Caire tentaculaire qui déborde sur des kilomètres. Regroupant ministères et institutions étatiques, la nouvelle capitale doit incarner le renouveau de l'Égypte. Pour atteindre ce nouvel Eldorado, il faut s'extraire de la capitale et prendre la route du désert. Au terme d'une heure de circulation chaotique qui s'achève sur une highway à 6 voies, le spectacle laisse le visiteur abasourdi. 10 districts, 21 quartiers résidentiels et marquant l'entrée, l'imposante mosquée Al-Fatah Al-Alim, capable d'accueillir 12 000 fidèles. Dans son alignement, 2 autres mosquées et la plus monumentale cathédrale copte du Moyen-Orient, la cathédrale de la Nativité de Christ. Près de 200 000 ouvriers s'affairent quotidiennement au rythme des 3-8, y compris pendant le confinement. 45 milliards de dollars auraient déjà été dépensés. Le financement devait être scellé par un accord entre le gouvernement égyptien et la Chine. Sur place, comme dans tout le pays, le climat est à la défiance. Véritable sanctuaire plus sécurisé qu'un bancaire, le palais présidentiel devrait faire 8 fois la taille de la Maison-Blanche. Autre bâtiment emblématique, le Parlement, couronné d'une coupole de 64 mètres de haut, s'ouvrira sur une esplanade au milieu de laquelle 2 alignements de sphinx évoqueront l'allée de Karnak. Une mosquée au minaret les plus hauts du Moyen-Orient devrait voir le jour dans un gigantesque centre culturel islamique. Dans le quartier des affaires, la tour iconique détient déjà le record de la tour la plus élevée d'Afrique avec 385 mètres et 80 étages. Autre projet phare, la Cité des Arts et de la Culture abritera un immense opéra ainsi que 2 théâtres, un centre de création artistique et le musée des capitales égyptiennes. La BERD, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, soutient la construction du 2e port de sec d'Égypte avec 1 million d'euros.
Le futur port sec devrait contribuer à la réduction de la congestion dans les ports maritimes tout en créant les conditions pour des procédures douanières accélérées. Forte de 100 millions d'habitants et d'une économie en pleine croissance, l'Égypte a besoin d'investissements urgents dans ses capacités infrastructurelles afin d'alléger la pression sur ses ports maritimes. Le pays s'active à la réalisation de nouvelles installations pour y remédier. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement, dont l'Égypte est un membre fondateur, manifeste son soutien au projet de construction d'un port sec et d'un centre logistique dans la ville du Ramadan, l'une des municipalités les plus industrialisées du pays, située à proximité du Caire. Mercredi 10 février, elle a annoncé l'octroi d'une subvention de 1 million d'euros pour la préparation du projet et la passation des marchés. Le futur port sec, le deuxième du pays, devrait contribuer à la réduction de la congestion dans les ports maritimes tout en créant les conditions pour des procédures douanières accélérées. En plus de générer des emplois, il devrait également accroître la compétitivité des producteurs locaux. La réalisation de ce port s'inscrit dans le cadre du plan directeur des transports de l'Égypte qui recommande le développement d'un corridor intermodal s'étendant d'Alexandrie sur la côte méditerranéenne jusqu'à Al-Sorna sur la mer Rouge. Ce plan directeur prévoit la construction de 8 ports secs et centres logistiques dans 7 nations de 100 millions d'habitants à la croissance économique rapide. En plus de celui de la ville du Ramadan, 7 autres ports secs seront construits dans les villes de la Nouvelle Damiette, la Nouvelle Burg Al Arab, la Nouvelle Beni Souef, la Nouvelle Sohag, Sadat, Al-Tour et la ville de 6 octobre. Pour ce dernier, les travaux ont récemment débuté. En Égypte, le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée disposera bientôt d'une usine de recyclage des déchets de palmiers. Le projet dévoilé le 19 janvier 2021 par le gouvernement égyptien boostera la fabrication de panneaux de fibres à densité moyenne MDF qui servent à la fabrication de plusieurs projets, notamment des meubles et des façades pour maisons. Voyons ensemble. En Égypte, le gouvernement souhaite répondre aux besoins du marché local de panneaux de fibres à densité moyenne MDF. Il s'agit de panneaux fabriqués à partir de fibres de bois traités à sec uniformes sur toute la surface et lisses sur ses deux faces. Ce produit est utilisé pour la fabrication des meubles et façades pour maison, des lattes décoratives ou encore des plinthes, des portes et chambranles, ainsi que pour le revêtement de sols stratifiés. Ce matériau peut également servir d'écran, de sous-toiture, de contreventement ou encore de complément d'isolation. Pour satisfaire la demande, les autorités égyptiennes prévoient de doter le pays d'une usine qui transformera les déchets de palmiers en fibres à densité moyenne MDF. Le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation, l'AOI, Abdelmenam El-Tarras, la ministre égyptienne de l'Environnement, Yasmine Foued, et le gouverneur de la Nouvelle-Vallée, Mohamed Zamlout, ont récemment tenu une réunion de travail pour poser les bases du projet. La future usine sera construite à El Kharga, une oasis située dans le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée. Elle disposera d'installations pour le tri et le recyclage des résidus de palmiers. Ces déchets sont généralement éliminés par incinération ou mise en décharge, ce qui a des effets négatifs sur l'environnement. L'usine aura une capacité annuelle de 60 000 m3, réduisant ainsi les importations des MDF de l'étranger. Le marché local a besoin de 400 000 m3 de MDF, indique le président de l'AOI. La valorisation de résidus de palmiers permettra également de lutter contre la pollution en Égypte, un pays où 95 millions de tonnes de déchets sont produites chaque année, selon l'Agence égyptienne des affaires environnementales. L'aéroport du Caire est le 6e aéroport égyptien à recevoir l'accréditation sanitaire du Conseil international des aéroports. L'obtention de cette certification exigeante vient récompenser l'engagement des responsables de l'aéroport et confirmer la pertinence des dispositions qu'ils avaient prises pour assurer la sécurité sanitaire des passagers et des personnels, souligne le ministre de l'Aviation civile.
L'accréditation sanitaire du Conseil international des aéroports valide l'excellence des mesures sanitaires mises en œuvre sur une plateforme aéroportuaire pour faire face à la pandémie de Covid-19. Elle est attribuée au terme d'un audit d'évaluation portant sur l'ensemble des processus et des zones de l'aéroport, de l'accès à l'aérogare, aux passerelles d'embarquement en passant par les banques d'enregistrement et les différents points de contrôle, les boutiques et les points de restauration. L'aéroport du Caire, qui vient de recevoir cette certification exigeante, s'adapte en permanence depuis le début de la crise sanitaire à l'évolution de la situation et des réglementations mises en place pour lutter contre la pandémie. Dès le mois de juillet 2020, des caméras thermiques ont ainsi été positionnées pour détecter une température anormalement élevée chez les passagers à l'arrivée. Principale porte d'entrée et de sortie du territoire, l'aéroport du Caire se doit de tout mettre en œuvre pour empêcher la circulation du virus dans ses installations et contribuer à la détection des cas positifs. Ces actions se poursuivront dans le temps de manière à garantir la sécurité sanitaire quand les restrictions au voyage seront progressivement levées. Les passagers emprunteront alors les transports aériens en toute confiance. Alors que l'Égypte doit lutter contre l'introduction sur son sol de nouvelles formes du virus, l'aéroport du Caire appelle plus que jamais les passagers et le public qui fréquentent l'aérogare à se comporter de manière responsable en appliquant strictement les gestes barrières. Une brasserie de production à grande échelle qui serait la plus vieille au monde a été découverte en Égypte par une équipe égypto-américaine sur le site archéologique d'Abydos dans le sud du pays. Selon le communiqué publié par le ministère sur sa page Facebook, la fabrique de bière remonte globalement à l'ère du roi Narmar, a indiqué le secrétaire général du Conseil général des antiquités égyptien Mustafa Waziri. Narmar est le premier roi qui unifia la Haute et la Basse Égypte. Il a régné il y a plus de 5000 ans et est considéré par certains comme le fondateur de la première dynastie de pharaons. Selon M. Waziri, la brasserie était composée de 8 larges zones utilisées comme unités de production. Chaque zone contenait environ 40 grandes bassines en terre cuite disposées en 2 rangées. La phare d'Alexandrie est l'une des 7 merveilles du monde antique la plus récente. Il s'agit d'un phare de grande taille, fait en pierre à l'architecture caractéristique et dont les vestiges sont actuellement dans le port d'Alexandrie. Cette ville côtière de grande importance qui constitue la porte d'entrée maritime d'Égypte. La présence du phare d'Alexandrie parmi les 7 merveilles du monde est donc une façon de marquer la puissance du royaume égyptien durant l'Antiquité. Alexandrie étant le centre commercial, social et intellectuel de ce royaume à cette époque. Construit durant le IIIe siècle avant Jésus-Christ, il fut démoli définitivement durant le XIVe siècle, une époque où la région subit des tremblements de terre importants. Il existe 2 raisons qui ont motivé la construction du phare d'Alexandrie. Tout d'abord, une raison utilitaire. La ville disposait à faible distance d'une île nommée Pharos. Peu à peu rapprochée des terres par le dépôt de limon apporté par le Nil, elle est devenue une presqu'île, formant 2 courbes se resserrant vers la terre, délimitant 2 ports naturels qui furent rapidement utilisés. Reste que la côte égyptienne est dangereuse. Bardée de récifs affleurant la surface, voire même sous l'eau, elle a envoyé par le fond un grand nombre de bateaux grecs et romains, provoquant des drames humains tout comme des pertes matérielles importantes. Pour sécuriser le port, il fallait donc construire un phare, ce qui fut fait. L'autre raison est symbolique. Un phare était un bâtiment rare dans le monde. Il était difficile d'en construire car la proximité de la mer rendait les travaux complexes et la maintenance de l'édifice était bien plus difficile à réaliser que pour les bâtiments sur terre. De plus, de tels travaux étaient toujours plus utiles pour d'autres édifices que pour un phare dont de tout temps les marins se passaient. Parvenir à construire un phare à l'entrée du port n'était donc pas seulement utile,
Il marqua aussi la puissance de l'Égypte et plus particulièrement d'Alexandrie. Le phare a été donc un symbole de puissance et il a servi à propager le nom d'Alexandrie dans le monde. Rire permet au corps de se débarrasser des tensions, du stress quotidien généré par la pandémie de Covid-19. Le yoga du rire est la meilleure solution face aux problèmes actuels que nous rencontrons tous à travers le monde. Dalia Karam nous donne plus de détails. Et de la sérotonine, les hormones du bonheur, une pratique salutaire selon Youth Devika, professeur au Caire en Égypte. Les adeptes du yoga du rire ont trouvé leur philosophie. Rire sans raison simplement parce que cela fait du bien. La pratique est née en Inde en 1995. Une pratiquante du yoga du rire commente qu'elle aime bien les trucs bizarres et qu'elle essaye tout ce qui est nouveau. Mais en fait, elle ne trouve pas ça étrange, au contraire. Ça nous ramène à notre propre nature, à l'enfance et à l'innocence. Dans un parc du Caire en Égypte, la professeure Youth Devika guide un groupe à travers des exercices pour rendre le rire contagieux. Rire permet au corps de se débarrasser des tensions du stress quotidien généré par la pandémie de la Covid-19. La professeure explique que le yoga du rire est la meilleure solution face aux problèmes actuels que nous rencontrons tous à travers le monde. Selon elle, il y a beaucoup de dépression, d'anxiété et les gens sont très stressés. Rire change en quelques minutes la biochimie du corps. On se retrouve inondé d'endorphines et de sérotonine, les hormones du bonheur, et on se sent bien mieux très vite. Parmi les exemples d'exercices collectifs, Youth Devika propose par exemple d'imaginer une conversation téléphonique particulièrement drôle. Mesdames et messieurs, avec ce commentaire du yoga du rire, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une. Et la transmission en langue française reprend à 18h locale. Restez avec nous sur Nile TV International. Bonne journée. Au revoir.